Alors, déballons tout ça. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie montagne. Oh oui, une montagne, c'est le mot. Pas juste une légende du sport, tu vois, mais un véritable séisme culturel qui a redéfini le XXe siècle, tout simplement. Absolument. Et l'idée de cette exploration aujourd'hui, c'est absolument pas de refaire la page Wikipédia d'un champion du monde. Non, ça n'aurait aucun intérêt. Ben non, la plupart des gens connaissent déjà les grandes lignes. On va plutôt se plonger dans le regard d'un philosophe. Alexis Filonenko. Exactement. Et de son ouvrage Mohamed Ali, un destin américain. Et ce qui est vraiment brillant avec ce livre, je trouve, c'est qu'il décortique comment un seul être humain a pu transformer sa propre vie en une arme politique. Social et médiatique aussi. Ouais, redoutable même. En fait, l'approche de Filonenko, elle change complètement la donne. C'est-à-dire? Il regarde pas Ali comme un simple athlète, il le voit vraiment comme le héros d'une tragédie grecque moderne. Carrément. Et pour bien saisir la folie de ce parcours, faut vraiment se remettre dans le contexte de la boxe des années 60. C'était pas la même ambiance qu'aujourd'hui? Ah mais pas du tout. C'est pas le sport ultra réglementé et glamour qu'on connaît parfois de nos jours. Ouais. C'est un milieu sordide. Une vraie broyeuse à viande qui est souvent tenue par la pègre. Où les combattants finissent brisés ou fauchés. Ou pire, souvent pire d'ailleurs. C'est clair. Du coup, la question centrale que pose l'auteur, c'est de comprendre comment, au milieu de ce cloaque absolu, un homme a pu s'élever pour devenir l'incarnation de la poésie De la révolte. et d'une forme de pureté presque effrayante. C'est ça qui est fascinant. Et c'est vraiment une exploration pensée pour quiconque s'intéresse à la mécanique du leadership et à la puissance de la volonté au final. Complètement. Et c'est marrant parce que tu sais, on connaît tous cette fameuse anecdote de départ. Celle du vélo qui meuf. Ouais, le vélo volé. Le petit Cassius Clay à Louisville, il a 12 ans, il se fait voler son vélo et il a la rage, quoi. Et il veut casser la figure du voleur. Voilà. Avant qu'un flic lui dise d'apprendre à boxer d'abord. Et on a souvent tendance à voir ça comme une simple petite histoire d'origine un peu mignonne. Un mythe fondateur très classique. C'est ça. Mais Filonenko en fait une lecture beaucoup plus profonde. Bien plus profonde, oui. L'auteur explique en fait que ce moment précis, ça fige la boussole morale d'Ali pour tout le reste de sa vie. C'est pas juste une colère de gamin. Non, c'est pas juste un gamin frustré, c'est l'instant où son cerveau commence à structurer le monde de manière strictement binaire. Binaire, comment? Pour lui, à partir de ce vélo volé, il y a les oppresseurs d'un côté et les oppressés de l'autre. Le bien et le mal. Exactement le bien et le mal. Et quand on grandit noir dans l'Amérique ségrégationniste de cette époque, le camp de l'oppresseur, il est très vite identifié. Bah oui, forcément. Donc la boxe n'est jamais perçue comme un simple loisir pour lui, c'est immédiatement un outil de justice distributive. Il frappe pour rétablir un équilibre, en fait. C'est exactement l'analyse du livre. Ce qui nous amène, si on suit le fil, directement aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Ah, l'épisode de la médaille. Oui, il décroche l'or en mi-lourd, et là, on a ce jeune homme qui pense sincèrement avoir résolu l'équation. Il est tellement naïf à ce moment-là. Ouais, il est persuadé que cette médaille va effacer la couleur de sa peau aux yeux de l'Amérique. Le livre raconte d'ailleurs qu'il dormait avec. Qu'il passait ses nuits à la faire briller. C'est ça. Il s'en séparait jamais. Sauf que le réveil va être d'une violence inouïe. Ouais, la chute est dure. Filonenko s'attarde sur un détail fascinant à ce sujet. Un soir, à force de frotter cette fameuse médaille avec un petit bout de laine de fer, Ali s'aperçoit que l'or s'écaille. Aïe, En dessous, c'est sombre. C'est du plomb ou un cuivre vulgaire. c'est du toc. Voilà, c'est simplement plaqué or. Et là, c'est la douche froide, j'imagine. Un choc total. Il réalise que la médaille est aussi fausse que la promesse d'égalité de son propre pays. Surtout que, de retour chez lui à Louisville, il se fait toujours jeter des restaurants qui sont réservés aux Blancs. Il ait sa médaille autour du cou, ou pas d'ailleurs, ça change rien. Rien du tout. Et on raconte qu'il aurait fini par balancer cette foutue médaille du haut d'un pont directement dans la rivière Ohio. Qu'on y croit ou non à cette histoire du pont, c'est vraiment l'acte de naissance de sa rébellion. C'est clair. Et c'est là qu'on peut tirer une première réflexion très concrète de cet ouvrage. Qui est l'alignement absolu avec ses convictions. Exactement. Dès cet instant précis, Ali refuse le compromis. Il comprend que les symboles qu'on lui donne, ils valent absolument rien s'ils ne s'accompagnent pas d'un respect réel dans la société. Et cette désillusion brutale le pousse à se forger ses propres armes. Parce qu'il peut compter sur personne d'autre. C'est ça. Et la première de ces armes, c'est tout simplement son corps. Et là, le livre devient hyper clinique. Véritable anomalie statistique. C'est vrai qu'il était atypique. Un type de plus de 90 kg, d'1,90 m, qui possède le torse massif d'un poids lourd. Mais avec les jambes fines et interminables d'un danseur. Voilà. Le fameux vol comme un papillon, pique comme une abeille. Il introduit une vitesse de poids moyen dans la catégorie reine. Avec une garde super basse. Ce qui rendait les puristes complètement fous à l'époque. Totalement.
Mais l'auteur fait un détour hyper intéressant à ce moment-là sur le matériel même de la boxe. L'histoire des gants? Oui, notamment les gants. Pour expliquer la vraie dangerosité de ce sport. Parce qu'on pourrait penser que les gros gants, c'est fait pour protéger. Rendu la boxe plus mortelle. C'est contre-intuitif. C'est une des démonstrations les plus glaçantes du livre, pour le coup. Au début du siècle, avec des petits gants ou même à main nue, les combats étaient très sanglants. Du sang partout, j'imagine. Les arcades sourcilières explosaient, les mains se fracturaient vite. Le public bourgeois de l'époque trouvait ça beaucoup trop barbare. Faut nettoyer l'image du sport, quoi. C'est exactement ça. Alors pour faire plus propre, on a imposé de gros gants rembourrés de 12 onces. En pensant bien faire. L'illusion, c'était de protéger les boxeurs. Mais la réalité physiologique, c'est que ces gros gants agissaient comme des masses d'armes. Des marteaux. Ils empêchaient les coupures superficielles, ce qui permettait finalement au combat de durer beaucoup plus longtemps. Les gars saignaient moins, donc on n'arrêtait pas le match. Voilà. Mais l'onde de choc des coups à l'intérieur, elle n'était pas dissipée par l'ouverture de la peau. Du coup, le cerveau devenait littéralement une balle de ping-pong dans la boîte crânienne. C'est le terme parfait. Les dommages devenaient totalement invisibles de l'extérieur. Ça fait froid dans le dos. Le cerveau heurtait les parois du crâne de façon répétée, ronde après ronde, créant des micro-lésions complètement irréversibles. Donc Filoninko montre que, sous des dehors un peu plus présentables, la boxe est devenue une machine à fabriquer des traumatismes crâniens à petit feu. C'est tragique. Et Ali s'en rend compte de la pire des manières, avec le drame d'Alejandro Lavorante. Ah oui, ce passage est dur. Il l'affronte et le bat très sévèrement. Et peu de temps après, Lavorante tombe dans le coma suite à un autre combat et finit par décéder. Et comment l'auteur explique la réaction d'Ali face à ça? Je veux dire, comment on remonte sur un ring quand on sait pertinemment que ses propres poings peuvent tuer un père de famille? L'auteur suggère que c'est une véritable fracture éthique pour lui. Il s'en fout pas du tout. Non, contrairement au cliché du gladiateur un peu insensible, Ali est complètement rongé par ça. Il prend conscience de la monstruosité de son métier. Donc il va trouver un moyen de dealer avec ça. Pour supporter cette charge morale incroyable, il va devoir sublimer la violence. D'accord. S'il doit continuer à se battre, pour vivre, le combat peut plus être juste une boucherie sanglante. Ça doit devenir autre chose. Ça doit devenir un spectacle, une œuvre d'art même, et surtout une guerre d'usure psychologique, où le coup de poing n'est au final que la conclusion logique d'un énorme travail mental. Et ça nous plonge directement dans sa rivalité légendaire avec Sonny Liston. Ah, Sonny Liston. Le contraste entre les deux est limite absurde quand on y pense. Liston, c'est l'ancien tôlard, une force de la nature brute avec un regard terrifiant. Ces camps d'entraînement ressemblent à des veillées funèbres, tellement l'ambiance est lourde. C'est ça, et de l'autre côté, on a le camp d'Ali. C'est le jour et la lit. Il y a de la musique, des poèmes, des blagues. Il s'entraîne en courant en arrière, il invite le public à regarder. Ce qui pourrait facilement passer pour de l'arrogance ou juste du cirque médiatique est en fait une stratégie hyper redoutable. Filonenko décortique vraiment cette guerre psychologique. Oui, Ali sait très bien qu'il ne peut pas rivaliser avec la puissance pure de Liston au corps à corps. Donc il faut le détruire de l'intérieur. Voilà, il va saturer l'espace mental de Liston avant même le combat. Et c'est là qu'on touche à une autre leçon magistrale du livre qu'on peut appliquer au quotidien, l'art absolu du storytelling et du contrôle médiatique. C'est un pionnier dans ce domaine. Ali invente pratiquement le trash-talking moderne dans une Amérique des années 60 où c'était totalement impensable de voir un athlète noir se comporter comme ça. Il traite Liston de gros ours mal léchés. Il loue carrément un bus avec des haut-parleurs sur le toit pour aller crier sous les fenêtres de Liston au beau milieu de la nuit. C'est du harcèlement à ce niveau-là. Il pointe du doigt le vieillissement de son adversaire. Mais l'idée, c'est pas juste d'être méchant gratuitement. Non, c'est de s'emparer de la narration. Exactement. Ali crée un récit où lui, il est le jeune prince invincible et où Liston n'est qu'un vieux monstre fatigué. Et la tactique fonctionne à merveille. Liston pète un plomb. Au moment où il monte sur le ring pour le premier combat, Liston est déjà mentalement épuisé par des mois de harcèlement psychologique. Et il abandonne sur son tabouret. Oui, mais c'est le match retour qui scelle définitivement la légende. Le fameux coup de poing fantôme. Un KO en 102 secondes. Un mouvement tellement rapide et imprévu que la moitié de la salle ne l'a même pas vu partir. Et on a cette image mythique d'Ali qui hurle à Liston au sol de se relever. L'image fait le tour de la planète entière. C'est l'apothéose de sa méthode, en fait. La désintégration totale de l'adversaire avant même le véritable affrontement physique. Mais ce qui est dingue, et Filonenko insiste bien là-dessus, c'est qu'après avoir conquis le sommet de la montagne, Ali décide de tout faire exploser. Oui, il remet tout en jeu. Il rejette son nom de naissance Cassius Clay, qu'il voit comme un héritage direct de l'esclavage de ses ancêtres. Et il devient Mohamed Ali, il se rapproche des Black Muslims et de Malcolm X.
Et l'approche de l'auteur sur cette période religieuse est d'ailleurs assez nuancée. Oui, il peint pas vraiment le portrait d'un érudit de l'islam, si je comprends bien l'analyse, hein. Non, l'auteur garde une grande objectivité là-dessus, c'est très factuel. Il décrit quoi exactement? Il souligne qu'Ali nageait parfois dans des contradictions théologiques assez profondes. Il maîtrisait ni l'arabe, ni toute la complexité des dogmes religieux. D'accord. Mais Filonenko insiste sur un point crucial. Ali cherchait pas forcément la perfection religieuse, il cherchait un bouclier culturel. Un moyen de se protéger. L'organisation lui offrait un cadre structuré et une doctrine très forte basée sur la fierté noire, le fameux Black is Beautiful. Ce qui lui permettait de se tenir droit face à une société blanche qui l'admirait quand il boxait sur le ring, mais qui le méprisait ouvertement dans la rue. C'était une quête d'identité politique et sociale, beaucoup plus qu'une quête spirituelle pure. Et cette intégrité-là, elle va être testée de la manière la plus brutale possible avec l'arrivée de la guerre du Vietnam. Le grand tournant, On l'appelle sous les drapeaux pour aller combattre. Et il refuse tout simplement. il prononce cette phrase qui va faire trembler tout le pays. « Je n'ai pas de querelle avec les Viet Cong. L'État américain rigole pas du tout avec ce genre de déclaration en pleine guerre froide. » Ah, c'est la trahison suprême pour eux. On lui arrache ses titres de champion, on lui interdit de boxer. Et là, on plonge dans une période souvent survolée dans la culture pop, mais qui est terrifiante. 43 mois d'exil. Presque 4 ans. Comment le livre décrit le prix psychologique de cette suspension pour lui? Il le décrit vraiment comme une traversée du désert d'une noirceur insondable. Faut bien s'imaginer la situation. Vas-y. Il est à l'apogée absolu de ses capacités physiques. Le monde entier lui appartient. Et du jour au lendemain, on lui coupe les vivres. On le menace même de prison fédérale. Et à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux pour maintenir sa popularité ou créer des cagnottes. Il n'a pas de contrat publicitaire lucratif pour se rattraper. Il n'a plus rien. L'auteur montre un homme isolé, qui doute énormément et qui voit ses meilleures années s'évaporer dans des batailles juridiques interminables. Et pourtant, il aurait tellement pu choisir la facilité. Faire comme d'autres célébrités de l'époque, oui. Accepter un rôle de figurant dans l'armée sans aller au front. Faire quelques matchs d'exhibition pour remonter le moral des soldats. Et il gardait ses millions et son titre. Sauf que le faire aurait signifié détruire de ses propres mains le récit qu'il avait construit depuis l'épisode de la bicyclette volée. Ce fameux alignement. Filonenko voit cette période de 43 mois comme le moment exact où l'athlète meurt pour laisser naître le mythe. Il sacrifie littéralement sa jeunesse pour un principe. Et quand on cherche des clés de compréhension pour nous-mêmes dans ce livre, c'est peut-être la plus puissante. La vraie résilience. Il ne consiste pas seulement à encaisser les coups sur un ring, mais à accepter de perdre son statut, son confort matériel et son identité professionnelle pour ne jamais trahir ses valeurs profondes. Et c'est ce qui rend le chapitre suivant encore plus digne d'un scénario de film hollywoodien. Le grand retour. La Cour suprême finit par lui donner raison sur le plan juridique, il récupère enfin sa licence de boxe. Mais le temps a fait son œuvre, malheureusement. Bah oui, il approche de la trentaine maintenant, il est resté inactif pendant près de 4 ans, La magie des jambes, l'agilité incroyable des débuts ont en grande partie disparu. et on l'envoie combattre au Zaïre. Le fameux Rumble in the Jungle. Et contre qui, hein? Contre un type qui terrifie le monde entier, George Foreman. Foreman, à ce moment-là, c'est une machine de destruction massive. Il a pulvérisé Joe Frazier et Ken Norton, les deux seuls gars qui avaient réussi à battre Ali pendant son retour. C'était comment, alors? On voit un Foreman très reclus avec ses chiens bergers allemands, une image désastreuse parce que ça rappelait directement la police coloniale belge aux populations locales, Ah ouais, mauvaise idée. et de l'autre côté, un Ali qui s'immerge totalement dans la population. Il comprend l'importance des symboles. Il court sur les chemins de terre à l'aube, suivi par des centaines d'enfants qui scandent « Ali Beaumaillé ». Il se nourrit littéralement de cette énergie tellurique. Mais bon, tout le storytelling du monde n'arrête pas les parpaings de Foreman sur un ring. Non, c'est sûr. Ali sait que s'il essaye de danser autour de Foreman comme dans sa jeunesse, il va s'épuiser en 3 rounds parce qu'il a plus le cardio de ses 20 ans. Alors, l'auteur explique comment il met en place cette fameuse technique du repas-dope. C'est un changement de paradigme total. Une révolution stratégique même. Ça illustre l'intelligence clinique d'Ali. C'est quoi exactement pour ceux qui visualisent pas? Le repas-dope, c'est s'enfermer volontairement dans les cordes, protéger son visage avec ses gros gants de 12 onces et laisser Foreman frapper de toutes ses forces sur les bras et les flancs. C'est de la folie. Sur le moment, le public, ses propres entraîneurs, les journalistes, tout le monde pense qu'Ali est en train de se suicider en direct. Mais en réalité, il laisse juste Foreman vider tout son réservoir d'oxygène. Et ça marche. Au 8e round, Foreman est complètement asphyxié. Il est incapable de lever les bras. Et là, Ali sort de sa coquille. Il enchaîne une combinaison lumineuse et Foreman s'écroule. C'est fascinant parce que, au-delà de la légende sportive, c'est une leçon d'adaptation pure. L'auteur nous montre qu'Ali a accepté de faire le deuil de sa propre jeunesse.
Au lieu de s'entêter à utiliser une stratégie qui dépendait d'une vitesse qu'il n'avait tout simplement plus, il a inversé le problème. Il a fait de son manque de mobilité un piège pour l'autre. Savoir réinventer sa méthode de travail quand nos atouts naturels disparaissent, c'est vraiment le propre des esprits supérieurs. Ce combat au Zaïre, c'est un peu l'apogée du livre, j'ai l'impression. C'est le sommet, oui. Mais Filonenko nous laisse pas sur cette seule image de triomphe hollywoodien. Le ton bascule un peu vers la fin. Inévitablement vers l'obscurité, oui, parce que l'adaptation a toujours ses limites. Et les combats de fin de carrière, notamment le 3e contre Fraisière à Manille, ce sont des massacres mutuels. C'est le combat de trop. Plusieurs combats de trop. Ali prend beaucoup trop de coups. Le repas d'op, qui est une idée de génie contre Formen, devient au final une prison. Encaisser devient sa seule vraie ligne de défense. Et c'est là qu'on retrouve pleinement cette notion de tragédie grecque annoncée au début. La boucle est bouclée. L'auteur décrit un homme d'une arrogance lumineuse qui a humilié ses adversaires avec l'agilité de ses mots, mais qui va finir enfermé dans le silence et les tremblements de la maladie de Parkinson. C'est d'une tristesse absolue. Mais en même temps, on sent dans la lecture que cette fragilité finale a révélé son humanité la plus profonde. Oui. Le type que l'Amérique adorait détester dans les années 60 est devenu, au fil du temps, le grand-père bienveillant du monde entier. On a tous en tête cette image de lui allumant la vasque olympique à Atlanta en tremblant de tout son corps. C'est vraiment l'essence de l'œuvre de Filonenko. Il nous démontre que l'aura de Mohamed Ali s'est construite tout autant sur ses victoires éclatantes que sur sa capacité inouïe à absorber la souffrance. Celle de ses adversaires d'abord. La sienne propre sur le ring, bien sûr. Et finalement celle d'un peuple entier qui a vu en lui un messager. Il a utilisé un sport de brute pour produire un discours politique et poétique majeur. Mais le prix à payer, ce fut la destruction lente de son propre corps. Un sacrifice total pour une postérité éternelle. Exactement. Et d'ailleurs, en refermant les pages de cette exploration passionnante, une pensée assez provocatrice s'impose à l'esprit. Laquelle? Quand on contemple la globalité de ce destin américain, cette fusion presque irréelle d'un génie physique, d'un activisme politique qui défie les États et d'un charisme verbal qui hypnotisait la planète entière, Oui. on réalise qu'Ali a défini une norme de grandeur qui est totalement aberrante, inatteignable. C'est indéniable. Alors, on peut légitimement se poser la question. En atteignant un tel sommet de perfection et de complexité, Mohamed Ali n'a-t-il pas en réalité tué la magie même de la boxe? Ah, c'est une vraie question. N'a-t-il pas placé la barre tellement haut que tous les combattants venus après lui ne pouvaient être perçus que comme de pâles copies, incapables de faire à leur tour trembler le monde? C'est vrai que personne n'a jamais pu reprendre ce flambeau de la même manière. C'est une réflexion qui donne un peu le vertige. Et pour en saisir toutes les nuances, toute la profondeur, il n'y a qu'une chose à faire, se plonger dans la lecture immersive de cet ouvrage remarquable.